necessity, they are employed, as it says in an old book. Publié par l'éditeur belge L'Employé du mois, c'est Contes de la Mansarde, recueil de 3 histoires imaginées et mises en dessin par Iris Pouy et Elisabeth Holleville, joue à vous donner la chair de poule comme un clin d'œil aux délicieusement macabres comics des Contes de la Crypte. Les 3 histoires, ou 3 nouvelles, ont pour cadre un appartement sous les toits mansardés de Paris pendant 3 étés caniculaires. Toutes ne se déroulent pas tout à fait de manière idyllique malgré les bons sentiments des personnages. En jouant sur les ressorts de l'étrange et de l'effroi, les autrices installent un climat singulier entre surnaturel et réalisme, mystère et névrose très contemporaine. À travers un parti pris graphique sobre, les autrices dressent le portrait d'un quartier, d'un mode de vie et d'une génération pas toujours très calée dans ses bottes. Si les références à la pop culture et aux histoires horrifiques sont bien présentes, ces histoires-là s'inscrivent dans la tradition française des contes grinçants à la Marcel Aimé, où le destin est bien plus fort que tout le reste. Rencontre avec Iris Pouy et Elisabeth Holleville. PS, on ne dira rien, mais alors vraiment rien, sur le fait que je m'obstine à prononcer mansarde, mansarde, dans le podcast. Mais bon, entre un Z et un S. Bonjour Elisabeth, bonjour Iris. Bonjour Tara. On va parler un petit peu des Contes de la Mansarde, parus aux éditions L'Employé du mois. Alors déjà, comment est né ce projet, cette collaboration, avant de rentrer un peu dans les thématiques à proprement parler? Iris, tu veux raconter? Oui, alors en fait, ce projet il est né il y a longtemps parce que avec Elisabeth, on s'est rencontrés déjà il y a longtemps, il y a plus de 15 ans, je crois. On avait fait des études d'illustration ensemble à Paris. Ensuite, on s'est suivis à l'école de l'image d'Angoulême où on a fait de la bande dessinée plus précisément. Enfin, on a appris à faire de la bande dessinée. Et à ce moment-là, on a commencé à collaborer dans des fanzines, faire des petites publications. Et la première histoire de ce recueil, en fait, elle est née à ce moment-là. Les autres ont été écrits plus tard, mais celle-ci était déjà sortie dans le fanzine de la Corde Rouge, du coup, d'un ami d'Angoulême. Et voilà. Et ensuite, on a eu envie de continuer ce travail ensemble. Vous êtes donc toutes les deux illustratrices, donc vous avez toutes les deux les casquettes illustratrices scénaristes? Oui, mais pour cette BD, c'est Iris qui a entièrement dessiné la bande dessinée. Comment est-ce que vous avez défini justement cette répartition des rôles? Ça s'est fait naturellement ou... Au départ, en fait, on avait dessiné la première nouvelle Trompe la mort à 4 mains. Et puis ensuite, on a eu envie de faire une grande BD ensemble et on avait commencé à bosser sur une histoire qui finalement en fait nous plaisait plus trop. Donc on a décidé de partir sur le format de la nouvelle et il se trouve que j'avais des idées d'histoire un peu dans des carnets qui traînaient et donc ça s'est fait assez naturellement en fait que ce soit un peu d'après mes idées d'histoire. J'ai écrit des scénarios. Ensuite, Iris est venue corriger ces scénarios, modifier les dialogues. Certains, par exemple la deuxième histoire, Iris l'a storyboardé. La troisième histoire, c'est moi qui l'ai storyboardé. Enfin, du coup, ça permet en fait le fait que je sois aussi illustratrice que de pouvoir proposer aussi des storyboards et pas que des scénarios écrits. Et ça, c'était assez intéressant, on m'a trouvé. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Iris. Oui, carrément. Ouais. C'est-à-dire que on avait déjà essayé de faire des bandes dessinées ensemble où on dessinait une page chacune, par exemple, ou enfin on a essayé plusieurs différentes formules. Et là, ça nous semblait quand même plus cohérent qu'il y ait qu'une seule personne qui dessine tout. Mais effectivement, ça aurait très bien pu être Elisabeth qui dessine ces histoires. Après, je me souviens qu'on avait parlé de cette répartition aussi parce que j'ai un dessin un tout petit peu plus réaliste qu'Elisabeth et que dans ce genre fantastique, ça pouvait bien marcher. Et voilà. Et moi, on avait toutes les deux très envie de travailler ensemble sur ce projet commun et j'avais envie aussi de dessiner les histoires d'Elisabeth qui sont pas forcément mon univers de départ, le fantastique, etc. Donc pour moi c'était un très bon exercice que de me coller à ce genre dans le dessin. Vous avez des univers et inspirations très très différents, Iris, toi, donc fantastique parce que c'est vraiment c'est du fantastique réaliste, si je puis dire, c'est nouvelle.
c'est pas ton univers de prédilection, tandis qu'Elisabeth un peu plus. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un petit peu basé à la base sur mon univers où je suis assez fan de films d'horreur, de toute. J'ai vraiment la culture M6. Et Iris, elle a apporté justement ce ton plus réaliste. Elle a vraiment voulu travailler plus les personnages pour qu'ils soient plus crédibles, des choses. Alors que moi, j'étais plus dans justement le fantastique, l'horreur, tout ça. Et donc, je trouve que le mélange est assez chouette parce que ça a fait évoluer mon travail. Donc, c'était vraiment cool. Et vous vous êtes enrichi de vos préférences et accointances respectives. Exactement. Tout à fait. En parlant donc du fantastique, Contes de la Mansarde, ça rappelle fâcheusement les Contes de la Crypte. Donc cette petite série horrifique grand public américaine, qui était une bande dessinée à la base. Est-ce que ça fait partie du coup, je vais dire plus tes inspirations, Elisabeth? Totalement. Ouais, les Contes de la Crypte, c'est vraiment des choses que je regardais justement sur M6. Donc c'est une série télévisée qui en fait est une série HBO qui est adaptée en fait de bandes dessinées des années 50, il me semble, de EC Comics et qui étaient déjà des petits contes d'horreur en noir et blanc au pinceau avec des super dessinateurs. Enfin vraiment, c'est super chouette à lire. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'en lire Tara, mais c'est vraiment super. Oui, j'en ai lu et comme j'ai souri à ton évocation de culture M6, puisque je suis une dingue de fantastique, et M6 a dû contribuer aussi. J'ai quelques contes de la crypte. Trop bien. Bah ouais, je pense que ça a façonné pas mal d'aficionados en fait du genre horrifique de toutes les gens qui ont la trentaine, quarantaine quoi en fait de ce que j'ai pu remarquer. C'est vrai qu'il y a ce côté générationnel entre guillemets. Est-ce que votre lectorat qui nécessairement doit être plus jeune que nous, notamment par les thématiques que vous abordez. Là aussi, c'est très amusant parce qu'il y a ce côté horrifique et des thématiques très actuelles. Amour, LGBT, mort, canicule aussi, tout un côté très très courant, très actuel. Quels sont un peu vos lecteurs, lectrices ou les retours que vous avez pu avoir? On a eu beaucoup de retours de en fait de BD sur Instagram par exemple, enfin dans les journaux, mais moi j'ai été assez intéressée de découvrir toute cette communauté que je ne connaissais pas de gens qui font des critiques en fait sur internet amateurs et qui du coup pour beaucoup je pense étaient intéressés déjà par le genre fantastique, science-fiction et tout ça, et qui ont du coup été intéressés je pense par ce livre parce qu'il est un peu dans cette thématique-là mais qu'il en sort aussi. Et c'est surtout ça, j'ai l'impression, les retours qu'on a eu pour le moment. Mais c'est sur cet équilibre entre fantastique, donc qui se découvre, parce que quand j'ai ouvert la BD, moi je pensais à une BD un peu réaliste, justement, sur des petites scénettes quotidiennes, des couples, enfin ce genre d'univers très feutré, pour voir qu'en fait c'était pas si feutré. Et sont un peu les deux univers qui plaisent apparemment, ce côté fantastique et ce côté très urbain, très actuel, contemporain. Oui, c'est vrai que je me souviens de c'était ce que mon ex qui justement publiait dans la corde avait publié la première version donc de Trompe la mort. Il disait tout le temps pour résumer, c'est entre les contes de la crypte et les contes du chat perché de Marcel Aimé qui est justement très réaliste, très sur les petites choses en fait, mais après j'ai l'impression que le fantastique c'est toujours ça au final, c'est parler de problématiques actuelles et contemporaines avec des métaphores parfois un peu je vais dire assez littérales quoi, mais quand même savoureuses. Mais du coup, ça parle toujours en fait de ce à quoi l'être humain est confronté de façon générale, à savoir la vieillesse, la mort, la solitude, enfin toutes les névroses un peu contemporaine et un peu universelle. Et là, il y a eu une résonance aussi d'autant plus, j'ai l'impression, avec le Covid. Enfin, on a eu plusieurs retours où les lecteurs, j'ai l'impression que ça leur a fait penser à cette période-là parce qu'il se trouve que les trois histoires, elles se passent dans le même appartement, qui est un petit appartement, et on sent qu'en fait les personnages sont un peu enfermés par cet appartement qui est aussi du coup un peu le personnage principal de l'histoire.
Et donc cette thématique de la chaleur, de l'enfermement dans un petit espace, ça, je pense que ça a aussi évoqué cette période super particulière et que tout le monde a vécu. Donc il y a aussi peut-être ça qui a fait l'écho. C'est vrai que tout le monde s'est retrouvé en fait à vivre comme un auteur de BD confiné quand il y a eu le confinement. C'est nos vies qui étaient. Moi, je me souviens que ça faisait depuis 8 ans que je travaillais en atelier, chez moi, et en fait, je me suis dit, je vais prendre un atelier juste avant le confinement. Et du coup, c'était trop la blague parce que pendant 2 semaines, en fait, j'ai commencé à m'habiller le matin pour aller à l'atelier, alors que d'habitude, je travaillais toujours en pyjama chez moi. Et puis en fait, bim, confinement. Donc du coup, je me suis dit non, mais en fait, ça sert à rien de sortir de chez soi. C'est vraiment, on est. C'était une période très particulière qui, en effet, je pense, peut-être résonne bien avec les histoires. Et cette unité, effectivement, unité de lieu dont vous venez de parler, qui est, comme Iris l'a dit, ça confère à la mansarde presque un caractère de personnage. Elle est venue naturellement, ou vous l'avez un petit peu déclinée sans les trois dans la mesure où c'était déjà dans la première histoire? Ah, c'est une bonne question. Ouais, non, en fait, c'est venu effectivement de façon c'était pas initial en fait comme idée. C'était plutôt un moyen de regrouper les trois nouvelles. Moi, j'avais cette idée des corps, justement des enveloppes des corps de la troisième histoire depuis longtemps. Et en fait, quand on s'est dit qu'on allait l'utiliser pour le livre, et bah en fait, à ce moment-là, on s'est dit bah en fait peut-être que ça pourrait être dans le même appartement et qu'il se passe toujours des choses surnaturelles dedans. Donc c'est venu dans un second temps. Il y a aussi un personnage qui est super important, j'ai trouvé, c'est celui de cette vieille dame qui raconte les histoires dans le bistrot en bas de l'appartement. Est-ce que je suis allée un peu loin ou est-ce que c'est un peu pour faire le pendant de l'appartement? C'est-à-dire, il y a le côté très intérieur, très intériorisé de l'habitation, et à l'extérieur, cette personne qui sait des choses et qui les partage au bistrot avec qui veut bien l'entendre. Moi, ce que je trouve super, c'est quand on fait un livre, de voir la réception qu'il a et de choses qu'on n'avait pas forcément pensé. En fait, je pense que ce personnage-là, il était plutôt pour nous une référence directe au gardien des contes de la crypte, qui est du coup le personnage, le squelette qui a introduit les contes dans la série télévisée et aussi il me semble, dans les livres. Et du coup, c'était plutôt pour faire référence à ça. Et en même temps créer un personnage un peu parisien, comme ça, un peu gouailleur, qui ramène aussi de l'humour et de la distance sur ces histoires qui sont quand même assez sombres et qui, voilà, les ouvre et les ferme avec un peu d'ironie, quoi. Et vous avez parlé, le terme revient depuis le début, ça m'interpelle, vous parlez de nouvelles qui, je sais pas, peut-être c'est plus courant en bande dessinée que je ne le pense, mais il y a quelque chose de très naturel dans la bande dessinée avec la nouvelle, tandis que paradoxalement en littérature, en tout cas en France, c'est un peu plus timide ou plus difficile. Est-ce que c'est un format que vous pratiquez par ailleurs particulièrement? Pourquoi d'ailleurs ces nouvelles? Alors la nouvelle, c'est un peu le format par lequel, j'imagine, comme les écrivains commencent quand ils débutent en fait. Et donc nous, on a toujours commencé par faire des nouvelles dans des fanzines. Tu fais des petites BD d'abord de 3 pages, ensuite de 6 pages, puis de 10 pages. Et donc du coup, c'est comme ça en fait qu'on peut se mettre à faire des récits plus longs. Donc c'est vraiment un super exercice stylistique, la nouvelle. Donc c'est pour ça que c'est naturel en fait, parce que c'est le premier truc que tu fais quand tu commences à faire de la BD, c'est de la nouvelle. Et après, je trouve que c'est une forme qui est quand même intéressante parce que on peut dire quand même pas mal beaucoup de choses, même si c'est court. Il y a moyen de faire quelque chose d'assez savoureux. Et d'ailleurs, je lisais les nouvelles de Bukowski il y a pas longtemps, que je connaissais pas du tout comme écrivain. Et il y en a une où un type justement rétréci parce que sa femme est toxique, et du coup j'étais là, incroyable, il a eu la même idée et tout. C'était vachement mieux d'ailleurs, franchement. Je me suis dit heureusement qu'on l'a pas vu pendant qu'on faisait la BD, parce que c'est le genre de truc où tu te dis mais à quoi bon en fait, à quoi bon si quelqu'un a déjà eu la même idée et l'a fait en mieux, quoi. Mais ouais, du coup c'est rigolo de voir que la nouvelle c'est quelque chose qui oui, c'est comme le court-métrage en film. En fait, c'est vraiment un format d'essai, je pense, pour des jeunes auteurs, peut-être.
Je sais pas, Iris, t'en penses quoi? C'est surtout qu'en fait, on aimait bien cette première histoire qu'on avait faite ensemble. Elle était trop courte pour être Ouais. publiée en tant que telle dans un livre à plus grande diffusion. Et du coup, on a imaginé les deux autres un peu comme ça, une trilogie. Ça marche toujours assez bien de mettre 3 histoires. Et du coup, ça permettait d'avoir, ouais, effectivement, un livre un peu plus important, mais c'est vrai je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui nous relient du fait qu'on est amis et qu'on a fait nos études ensemble. On a lu pas mal de livres américains. Moi, j'aime bien les nouvelles de Adrienne Tomine. J'ai trouvé toujours que c'était un super genre en bande dessinée qui est effectivement pas hyper développé en France. Et il y a aussi les nouvelles de Roald Dahl auxquelles je pensais parce qu'on les a lues toutes les deux il y a longtemps, les nouvelles pour adultes. Tout à fait. Ces petits formats avec des histoires assez terribles, mais toujours de l'humour et elle marche super bien, quoi. Donc ça a peut-être été un peu une source d'inspiration pour l'écriture aussi, Elisabeth. Tout à fait, tout à fait. Et puis les nouvelles aussi de Raymond Carver, Les vitamines du bonheur, qu'on lisait toutes les deux aussi quand on s'était rencontrés à Paris. Et c'est un format que vous envisagez de continuer ou quand justement l'envie d'une collaboration un peu rapide vous vient ou de vous concentrer plutôt sur du long? Ah, c'est amusant de dire rapide parce que c'était peut-être rapide à lire, mais Pas à faire. c'est méga long à faire, ouais. Donc ouais. Vas-y, Iris, je t'en prie. Bah, c'était très long, surtout de mon côté, parce que qu'en fait, comme c'est un projet qui a été fait sur plusieurs années, on a toutes les deux travaillé à des livres en parallèle, qui étaient des livres aussi long format et tout ça. Donc ça s'est fait vraiment petit à petit. Après, je pense tant mieux parce que ça s'est enrichi vraiment au fil des années, je pense. Ouais. Par rapport à la première version du fanzine qui était quand même beaucoup plus simple. Enfin, je pense que il s'est nourri de ce qu'on a vécu pendant ces années, tout ça. Moi, entre-temps, j'ai vécu dans un appart de 15 mètres carrés à Paris sous les toits, donc je pense que ça m'a aussi aidé à voir qu'est-ce que pouvaient traverser les personnages. Mais oui, en fait, c'était quand même très long, même si voilà, ça a l'air assez simple, ça se lit vite. D'articuler ces histoires ensemble et tout ça, il y a eu beaucoup d'allers-retours, on a beaucoup discuté. Donc, à continuer, pourquoi pas, mais ouais, faut voir en parallèle de nos autres projets, quoi, parce que là, Elisabeth travaille sur un long livre, c'est très très prenant en fait la bande dessinée. C'est un vrai travail. Vrai travail. Oh oui. Et comment s'est opéré le choix d'un éditeur belge francophone pour le côté petite cuisine interne? En fait, l'employé du mois, c'est un éditeur avec lequel j'avais déjà eu envie de travailler quand j'avais fait ma première BD qui s'appelle L'été fantôme. Et finalement, ça s'était pas fait pour des raisons financières parce que j'avais rencontré l'éditeur de Glénat qui en fait m'avait proposé plus de sous et quand même c'est une donnée assez importante même si on aime l'éditeur, si en fait l'éditeur peut pas nous offrir une rémunération correcte pour travailler, du coup on va quand même privilégier parfois le gros éditeur. Et donc c'était chouette de pouvoir faire le projet des contes de la mansarde chez l'employé du mois et donc de pouvoir avoir cette collaboration avec cet éditeur qu'on aimait beaucoup par ailleurs, mais c'est aussi ça qui a fait que la BD a mis du temps à sortir, c'est parce que il fallait que Iris trouve des moyens financiers pour financer le temps qu'elle a passé à dessiner la BD, quoi. Exactement. Mais je pense que ça leur a parlé aussi par rapport à leur ligne éditoriale, l'employé du mois, et nous aussi, c'est aussi comme ça qu'on leur a envoyé. Alors peut-être maintenant ça se diversifie un peu plus, mais ils y publiaient quand même beaucoup de récits intimes, d'histoires avec des jeunes adultes confrontés à toutes sortes de situations, mais ça nous semblait bien coller aussi avec leur travail, et ça c'est toujours assez important, je pense, quand on travaille avec un éditeur, parce que après il va défendre le livre aussi différemment si c'est quelque chose auquel il croit, qui véhicule, je sais pas, des valeurs, des choses qui le concernent aussi. Totalement. Et d'ailleurs, il a fait un boulot de fou, notre éditeur, pour justement la promo.
l'envoi aux journalistes. Enfin, on a eu plein de critiques de BD et tout grâce au travail de notre éditeur. Donc, c'est vrai que c'est super de se dire que c'est une petite maison d'édition, mais qui font un taf fou pour la visibilité du livre. Donc, c'est génial. Et pour finir, quels sont vos projets, que ce soit communs, respectifs, courts, longs Vas-y, Iris, je t'en prie. Alors moi, c'est encore un peu flou. Hein. Je suis sortie donc de la fin de cette BD il y a pas si longtemps. Je donne des cours à côté, donc je réfléchis un peu tranquillement au projet par la suite, mais rien dont je peux vraiment parler maintenant. Et moi, je travaille sur une grande BD de 250 pages, en fait, dont j'ai fait aussi le scénario et que je dessine en ce moment. Et c'est sur l'histoire d'une jeune femme qui est réalisatrice de films avec une amie à elle. Et puis, suite à une rupture, elle va habiter chez ses grands-parents. Et en fait, il s'agit d'une secte dans laquelle elle n'aura jamais dû retourner. Et en fait, ça parle du fait de pas vouloir des enfants et de la pression qui est mise sur les femmes pour enfanter. Mais je sais pas trop comment vous en dire plus pour pas vous spoiler le livre. C'est un peu entre Rosemary's Baby et Bridget Jones pour le Ah ouais. Voilà. Et ça sortira quand? Et ça sortira en 2025 chez Glénat. D'accord. Bon. Bah, surveillez donc pour le mélange Bridget's Baby. Voilà. C'est ça, Rosemary Bridget's Baby, voilà. Ouais.